Bonjour. Il y a quelque temps de ça, quelqu'un m'avait demandé de faire un témoignage par vidéo pour, euh, pour que tout le monde connaisse cette histoire. Il n'est pas évident de raconter, surtout quand ça touche son enfant. Même si on est un homme, eh bien on a certaines fragilités. Je vais donc réessayer. En 2008, en septembre 2008, je perdais mon ex-compagne dans un hôpital. C'était la femme de ma vie et certainement la seule femme que j'ai su aimer. J'ai mis 1 an et demi à m'en remettre. Entre-temps, j'avais créé une entreprise. Et puis j'ai rencontré une femme. Cette femme semblait me comprendre mon deuil, comprendre ma peine. Elle m'invitait à venir pleurer dans ses bras. Je me sentais soulagé, réconforté. Cette femme, le premier jour où je l'ai rencontrée, m'a avoué qu'elle devait rencontrer un autre homme. Moi, j'étais patron d'une entreprise. L'autre homme qu'elle devait rencontrer était un patron de taxi. Elle a fini par me choisir moi. Cette femme m'a souvent parlé de sa maman qui avait réussi. Sa maman était femme de ménage et avait rencontré un entrepreneur qui avait de l'argent et un très beau chalet en montagne. La femme que j'ai rencontrée, au bout d'1 mois de rencontre, m'a appris qu'elle était enceinte. Ayant eu un projet avec mon ex-compagne de faire un enfant après l'opération, par des croyances ridicules, j'ai cru que c'était mon ex-compagne qui m'envoyait ce bébé. Et j'ai accepté qu'on le garde. Je réalisais enfin un projet, le projet de ma vie, de fonder une famille. C'était mon seul enfant qui venait au monde. Et du côté de ma compagne, c'était son troisième. Elle avait déjà 2 filles. Elle a très vite montré des troubles psychologiques, crise d'hystérie, traces d'automutilation sur la poitrine et les avant-bras. Sa maman m'avait confié qu'elle avait déjà fait 2 tentatives de suicide. Elle en fera une autre juste après la naissance, enfin après la naissance de mon fils, 1 an après la naissance de mon fils. Elle, euh, Elle a été suivie par des psychiatres. Elle a arrêté d'elle-même le traitement. Très vite, j'ai compris que ça n'irait pas. On devait acheter une maison proche de mon entreprise. Et très vite, j'ai compris que ça n'irait pas, donc je ne venais que les week-ends la voir, pour préserver l'enfant et puis pour préserver un maximum le couple. Mon enfant, à 21 mois, est devenu handicapé, avec une forte suspicion sur les vaccins. Je ne pouvais pas accepter de sombrer. Mon enfant avait besoin de moi. C'était un second grand malheur dans ma vie, mais cette fois-ci, je ne devais pas poser un genou au sol. Il avait besoin de moi et je devais me battre. Nous n'avons pas tous la même façon de réagir face à un problème. Moi, j'ai choisi de combattre. J'ai donc créé une association pour mon enfant. J'ai euh, j'ai regroupé des familles dans la même situation que nous, pour avoir des conseils, pour avoir plus de force, pour être compris. J'ai recherché des spécialistes en tout genre, médecins, médecine traditionnelle, médecine douce, des rééducateurs. J'ai entrepris des recherches. Nous avons assuré la santé de notre enfant, en tout cas les 5 premières années, et donc les 3 premières années de son handicap, à merveille. On lui assurait une nourriture fabriquée par nos soins, dans lequel on avait savamment étudié, grâce aux conseils de nombreux spécialistes,
dans lequel il y avait exactement tous ses besoins vitaux et aussi certains ingrédients pour prévenir de petits maux. Nous le soignions le plus possible de façon naturelle. Il n'avait que 2 ou 3 hospitalisations dans l'année pour des convulsions fébriles, mais rien d'autre. De temps en temps, un petit rhume ou une petite gastro comme tous les enfants, mais soigné naturellement, qui ne nécessitait pas une hospitalisation. Et l'enfant était en très bonne santé malgré son handicap. Et puis à ses 5 ans et demi, une séparation. J'ai été conduit à dormir 2 mois dans ma voiture en plein hiver. Elle m'avait mise à la porte et j'ai appris qu'elle avait déposé une plainte contre moi. Alors qu'elle m'avait frappé avant de me foutre à la porte, elle avait porté plainte pour des violences conjugales. Sûr de moi et sûr de ce que j'avais fait, bien évidemment, j'ai gardé la tête droite et je me suis rendu au commissariat. Entre-temps, j'ai été séparé de 9 mois de mon enfant. Et bien évidemment, comme elle disait me bloquer sur tous les endroits où je pouvais communiquer avec elle. Elle disposait bien sûr d'un numéro de téléphone, d'une boîte SMS et aussi de 4 boîtes mail. Les messages que je lui ai envoyés pour pouvoir voir mon enfant: aujourd'hui il fait beau, laisse-moi l'amener cet après-midi au manège et je te le ramène de suite après, laisse-moi ce week-end, laisse-moi le voir, laisse-moi l'embrasser. Je le multipliais bien évidemment par tous les moyens de communication dont je disposais. Donc à chaque fois, les messages que je lui envoyais étaient multipliés par 5. Et je n'épongeais que des refus, ou pas de réponse. Quand je me suis rendu au commissariat, j'étais sûr de moi. Je n'avais rien fait, je ne l'avais jamais frappé, donc il n'y avait aucune raison, mais aucune raison que la police me dise quoi que ce soit. Je pensais que ça allait se régler avec un petit café dans le bureau, et puis une poignée de main, et puis merci, au revoir. Le début de l'entretien de l'audition a été extrêmement sympathique. J'ai compris que le vent n'était plus en ma faveur quand il m'a dit: ici c'est moi qui pose les questions, monsieur. Et puis il m'a signifié ma mise en garde à vue, et le lendemain, j'ai été déféré au parquet. J'ai été condamné à 3 mois avec sursis, 2500 € de dommages et intérêts, pour des pseudo-violences conjugales, alors que je le répète, c'est elle qui me frappait, et du harcèlement. On n'a pas le droit de priver un papa de voir son enfant. On n'a pas le droit de priver un parent de voir son enfant. D'autant plus qu'il n'y avait aucun jugement concernant la garde de l'enfant. J'avais autant de droits qu'elle. La loi prévoit et réprime ce genre de délit. Et malheureusement, la justice n'a pas tenu compte de ça. Elle a tenu le dossier du dit harcèlement, qui était, je le reconnais, assez épais. Sur 9 mois, bien évidemment, les messages sont répétés. Et j'ai été condamné. Elle m'a démontré, elle me disait avoir le pouvoir. Nous avions mis en place un protocole santé pour notre enfant. Il faisait de magnifiques progrès. Nous luttions, nous luttions contre son handicap par des méthodes de rééducation comme MEDEC, Padovan et Saint-Is. Nous avons fait des milliers de kilomètres, nous rencontrions sans arrêt des spécialistes. L'alimentation était plus que parfaite et nous avions les félicitations du diététicien et du nutritionniste de l'hôpital de notre domicile. Tous les spécialistes que nous rencontrions nous montraient énormément de respect pour tout ce que nous pouvons faire pour notre enfant et pour toute l'énergie que nous pouvons déployer. Le seul mot qu'il répétait souvent, c'est surtout pensez à vous. Mais en dehors de tout ça, tout se passait bien et aucun signalement n'avait été fait sur l'enfant malgré nos refus conjoints et d'accords en commun pour des opérations qu'on aurait pu prescrire à nos enfants ou des traitements médicaux. Et notre enfant s'en portait pas plus mal.
médecine naturelle, bonne nourriture. Notre enfant allait très bien et bien au contraire. On lui donnait plus que ce qui était prescrit par la CPAM, à savoir 1 heure, 2 heures de rééducation par semaine, 2 heures d'orthophoniste. Nous, on lui apportait des rééducations au quotidien, selon des études sur la neurospasticité. Et effectivement, oh, c'est long, hein. Moi je suis pas quelqu'un de très patient, c'est mon enfant qui m'a appris la patience, mais effectivement, pour un enfant qui tenait plus sa tête ni son dos, qui ne maîtrisait plus ses membres, juste avant la séparation, il tenait à 4 pattes et commençait à tenir sa tête à 1 à 2 minutes, ce qui était extraordinaire. Elle a décidé d'arrêter toutes les méthodes de rééducation et de réduire simplement à 1 heure de méthode Padovan par semaine. Alors que la spécialiste disait qu'il fallait 3 heures par semaine. Il avait du MEDEC tous les jours. Elle a décidé d'arrêter tout ça. Elle a décidé d'arrêter de le nourrir naturellement et de commencer une alimentation chimique faite par les laboratoires et bien sûr remboursée par la sécurité sociale. Mon enfant, qui était jamais malade, comme je vous l'ai dit, 2 à 3 hospitalisations par an, s'est mis à vomir sans arrêt. Pardon. Au bout de 4 mois de séparation, j'ai réussi à le récupérer et je l'ai envoyé directement aux urgences. Il ressemblait au petit Biafré qu'on voit sur les photos des associations pour les enfants d'Afrique, aussi maigre, squelettique. Aux urgences, ils ont jugé que son état était critique, totalement dénutri et totalement déshydraté. Il sortira de l'hôpital 15 jours après et il retournera aussitôt. Le médecin de l'hôpital où nous nous trouvons n'est pas des mieux notés. L'hôpital n'est pas des mieux notés de France et ne possède qu'un service pédiatrique généraliste, en aucun cas de service spécialisé. Le médecin prescrira une opération anti-reflux, à savoir que c'est une intervention extrêmement risquée. Et comme on s'y était opposé de façon conjointe au tout début, quand on lui a posé sa gastrostomie, je suis resté sur la même position et j'ai refusé cette opération. La maman, malgré les risques qu'elle connaissait, a tenu à faire cette opération. Moi, j'ai simplement demandé à pouvoir rencontrer d'autres spécialistes. La justice s'en est mêlée et a demandé un expert. L'expert a refusé. Le premier expert a refusé, le deuxième a refusé, le troisième a refusé, le quatrième également. J'ai eu en jugement JAF, un droit de garde et de visite, un week-end sur 2, le plus classique, et la moitié des congés scolaires. La juge des enfants a décidé, sans qu'il y ait question de danger pour l'enfant, de placer mon enfant. J'ai fait appel. De placer mon enfant dans un CEM. J'ai fait appel. À l'appel, mon enfant sera placé que 2 jours par semaine, 2 nuits par semaine, mais restera tous les jours de la semaine, donc 5 jours par semaine, dans le CEM, et 2 nuits par semaine. Chose qui est incohérente, parce que soit l'enfant est réellement en danger, et dans ces cas-là, on le place toute la semaine, de jour et nuit, soit il n'y a pas de danger, et dans ces cas-là, il n'y a aucune raison de le traumatiser et à le sortir de son cocon familial pour le faire dormir dans un endroit qu'il ne connaît pas avec des adolescents et aucun enfant de son âge. J'ai demandé à visiter l'internat. On me l'a accordé. Le directeur, le responsable de l'internat, j'y ai demandé: Monsieur, promettez-moi, garantissez-moi que mon enfant ne risque rien dans votre établissement et que les 2 infirmières qui vont le garder la nuit, si elles sont occupées, qui me dit qu'un adolescent moins handicapé que le mien, que mon enfant, ne pourra pas rentrer dans sa chambre pour abuser de lui. Il me répondra: le risque zéro n'existe pas, monsieur. Je répliquerai par: le risque zéro existe, monsieur, chez moi, à mon domicile. Parce que chez moi, il n'y a personne qui approchera la chambre de mon fils. Parce que mon fils est sous vidéosurveillance et que
et qu'il faudra me tuer pour l'approcher. J'ai demandé à rencontrer le service, les personnes qui s'occuperont de lui la nuit. Ça m'a été refusé. Quel parent, quel parent qui aime son enfant accepterait de confier son enfant à des personnes qu'il ne connaît pas? J'y ai demandé où elles dormaient, ces personnes qui veillaient la nuit. Il me dit, ici, elles ne dorment pas, monsieur. J'ai dit, écoutez, monsieur, ne me prenez pas pour un imbécile, je travaille dans une maison de retraite. Et les infirmières, quand tout est calme, dorment. J'ai souvent occupé les hôpitaux avec mon enfant. Et quand tout est calme, eh bien, elles dorment un petit peu. Il me dit, non, ici, elles ne dorment pas. Sa première nuit d'internat, j'étais dans tous mes états. J'ai donc placé, discrètement, un téléphone portable dans les affaires de mon fils. Un enfant, même handicapé, c'était dans le règlement intérieur de l'établissement, a le droit d'avoir un téléphone. Il n'y avait pas de raison, même si mon enfant est non-verbal, qu'il n'ait pas de téléphone. J'ai donc glissé un téléphone avec un mode conduite, c'est-à-dire un décrochage automatique. J'avais réduit la sonnerie en mode silencieux. Et durant toute la nuit, accompagné d'un ami qui me soutenait et qui a passé la nuit avec moi, eh bien, j'ai appelé à de nombreux moments. J'ai donc pu entendre le coucher de mon enfant, où les dames qui s'occupaient de lui étaient extrêmement gentilles. Il avait du mal à s'endormir, bien évidemment. Il était terrorisé de ce qui pouvait lui arriver. Pourquoi papa et maman ne sont pas là? Et jusqu'à 10h30, peut-être 11h, il se réveillait régulièrement, pleurait, elle venait, elle lui faisait un câlin, elle lui chantait des comptines, elle lui racontait des histoires. Elle semblait extrêmement dévouée et aimante pour mon enfant, j'étais rassuré. Et puis 1h, 2h, 3h du matin, et tout se passait bien, grand silence de la chambre. Et puis j'ai appelé à... Oh, il devait être 4h moins 5. J'ai commencé à entendre des grognements dans la chambre. Et puis des sanglots. À savoir que mon enfant, comme il avait des vomissements et des régurgitations assez régulières, il faut qu'il dorme absolument sur le côté. Donc il demande une surveillance accrue. Et les régurgitations ou les vomissements peuvent être extrêmement silencieux. Donc il faut vraiment être proche de lui. S'il vient basculer sur le dos et s'il vient à régurgiter ou à vomir, il pourrait mourir en 3 minutes étouffé par ses vomissements. Noyé par ses vomissements. Chez moi, je dispose d'une caméra qui le surveille toute la nuit, un écran à côté de mon lit qui me permet d'avoir un œil sur lui quand je pouvais encore dormir avec lui, parce que maintenant, enfin les derniers temps, il ne voulait plus, il me jetait à coups de pied du lit. J'adore son petit caractère, il sait très bien se faire entendre. Et donc je pouvais le surveiller et riposter au moindre bruit. Là, comme je vous le disais, à 4h du matin, j'ai entendu des grognements, et puis un début de sanglots, puis il s'est mis à hurler et à pleurer. Durant 12 minutes et 26 secondes, il a hurlé dans sa chambre et personne n'est venu à son secours. Ce qui prouve bien que les personnes qui s'occupaient de lui dormaient. Je ne savais plus quoi faire. J'avais envie de partir en voiture, défoncer le portail de l'établissement pour pouvoir porter secours à mon enfant. Mon ami a essayé de me maîtriser et puis de m'empêcher de faire ça. Et puis au bout de 12 minutes et 26 secondes, enfin on est rentré dans sa chambre pour lui porter secours et pour le consoler. Le lendemain, je me suis rendu dans l'établissement. J'ai été reçu par une responsable et j'y ai demandé. Au bout de combien de temps, quand on laisse pleurer un enfant, au bout de combien de temps on peut estimer qu'il y a maltraitance si on ne vient pas le consoler, si on le laisse pleurer? La responsable, qui était une psychologue de métier, me dit « Oh, on va dire 15 minutes ». J'ai dit « Bien voilà, hier soir, pendant 12 minutes et 26 secondes, mon enfant a pleuré, personne n'est venu à son secours ». J'ai dit de plus, comme il a des régurgitations, s'il avait basculé sur le dos, ou s'il avait vomi, ou s'il avait une régurgitation, il aurait eu 4 fois le temps de mourir, noyé par son vomi. On appelle ça une mise en danger de vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. J'en ai parlé à la directrice et au grand directeur.
La seule réaction a été de réagir au fait que j'avais mis un téléphone portable dans les affaires de mon fils. Mais en aucun cas, ils se sont excusés de ce qui s'était passé. En aucun cas, ils m'ont dit on va trouver une solution pour vous rassurer, monsieur. En aucun cas, ils ont fait quelque chose pour régler la situation. Mais par contre, le directeur n'a pas oublié de me dire si vous continuez comme ça, je ferai tout pour vous interdire l'établissement. Or, cet établissement est un CEM qui est géré par une association et une association d'utilité publique. Donc dès lors que je respectais le personnel, que je ne foutais pas le trouble dans cet établissement, que je respectais le personnel et ses usagers, il n'y avait aucune raison qu'ils puissent m'éjecter de leur établissement. Seulement voilà, le grand directeur, le président directeur général, qui touche entre 6 000 et 7 000 euros par mois, est un homme aux grandes relations. Et l'ancien directeur du CEM est le mari du maire, de la mairesse du village où se trouve cet établissement. C'est donc un établissement qui est politisé. Et ce monsieur, bien évidemment, est connu, connaît énormément de monde et a de très très bonnes relations. C'est donc la justice qui s'est chargée de faire en sorte que je ne puisse plus approcher mon enfant et que je ne puisse plus approcher cet établissement. J'ai fait donc des recherches. J'ai obtenu leur comptabilité. Et il s'avère que je l'avais déjà entendu, mais on me l'avait nié, la nouvelle directrice du CEM, quand j'y avais dit qu'ils avaient 1,5 million de déficit, m'avait rigolé au nez. Donc j'ai pris la comptabilité. Et effectivement, ils avaient 1,5 million de déficit. Alors moi, je suis qu'un commerçant, et si mon établissement souffre d'un déficit, eh bien je fais de la publicité, je revois mes tarifs, et je fais en sorte que mes clients viennent à moi. C'est beaucoup plus difficile pour un établissement qui reçoit que des personnes handicapées. Pour rentabiliser et pour faire en sorte de recouvrir leur déficit, il aurait fallu que la justice leur vienne en aide, place des enfants de plus en plus. Et ça a bien été le cas, j'ai rencontré de nombreux parents qui étaient dans la même situation que moi. La juge des enfants a une audience, je crois que c'était en 2018, n'avait que un dossier d'une dizaine de pages de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Et elle a reconnu lors de l'audience ne pas avoir lu les pièces apportées au débat. Ce qu'on appelle une absence de contradictoire. Elle n'a pas respecté le contradictoire. Elle est donc hors la loi. J'ai donc déposé. Et puis, l'ASE, ce sont des méthodes assez courantes de la part de la protection de l'enfance. Le non-respect du contradictoire. Il faut savoir que, comme le dit le maître Hamas, il n'y a rien de plus violent que ce qui peut se passer dans le bureau des juges des enfants. Seul le juge des enfants fait la loi. Ça se passe à huis clos et il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Un assassin, un criminel a bien plus de droits aux assises que des parents. J'ai donc déposé plainte contre la juge parce qu'elle s'est appuyée sur un dossier de l'ASE qui calomniait totalement mon histoire. Et j'ai porté plainte contre l'ASE pour fraude en écriture également. Ma plainte contre la juge sera retenue. Je serai entendu au commissariat. Ma plainte contre l'ASE sera classée sans suite. La juge, pour se venger, a pris une décision, alors qu'il n'y avait aucun élément contre moi, de m'enlever tous mes droits de visite et de garde, et de mettre en place une visite médiatisée, au minima 1 heure par semaine. L'aide sociale à l'enfance révisera le jugement de leur plein chef en disant que je n'aurai droit qu'à 1 heure par mois. Je me suis rendu aux premières convocations et j'ai rencontré mon fils. Je rappelle, il est handicapé, dans une salle qui n'était pas du tout équipée pour recevoir mon enfant, mais qui en plus de ça était d'une insalubrité
d'une crasse, mais sans nom. Si mon appartement avait été dans l'état du local dans lequel il recevait mon enfant, je pense qu'il m'aurait fait un rapport à la juge. Les jouets qui étaient mis à disposition, ils collaient aux doigts. Les étagères étaient remplies de poussière et de moutons. C'était absolument immonde. C'est l'aide sociale à l'enfance qui reçoit les enfants handicapés dans ces conditions-là. Un canapé à notre disposition, de même pas 2 places, absolument dégueulasse. Et rien, mon enfant était allongé sur ce canapé, j'avais prévu une couverture pour le protéger, et pour pas aller allonger là-dessus, et puis rien pour que mon enfant se sente bien dans cette salle. À plusieurs reprises, j'ai demandé à ce que soit mis en place du matériel, des tapis, des coussins, et puis quelques petits trucs pour que mon enfant se sente bien. Et puis j'ai de suite senti, au bout de la 3e visite, que mon enfant était traumatisé par ce qui se passait. Pourquoi je suis enfermé dans une salle avec une dame qui vérifie les moindres faits et gestes de mon enfant, comme si j'allais faire du mal à mon enfant, comme si j'avais déjà fait du mal à mon enfant. Dès que je lui tournais le dos, elle venait vérifier ce que je pouvais faire sur mon fils. Mon fils était traumatisé de la situation. Pourquoi je peux plus faire de piscine, de manège avec papa? Pourquoi je peux plus aller me promener? Pourquoi on peut plus aller faire les cons, à courir avec la poussette, etc., etc. Ne désirant pas continuer à traumatiser mon enfant, j'ai préféré souffrir, mais libérer sa souffrance et arrêter les visites médiatisées. Peut-être une erreur de ma part, mais il était hors de question qu'on continue à faire souffrir mon enfant. J'ai ravalé ma salive, et puis je suis rentré chez moi, en me disant que durant quelques mois, eh bien, j'allais certainement plus le voir. Aujourd'hui, ça fait 10 mois que je ne vois plus mon fils, et que je n'ai plus aucune nouvelle. J'ai toujours l'autorité parentale, puisque je m'opposais aux opérations, et alors que des médecins appuyaient ma décision, mon appel au JAF m'a enlevé l'autorité médicale. Je n'ai donc plus le droit de décider pour mon enfant. La mère l'a donc fait opérer d'une opération extrêmement dangereuse, qui n'était pas nécessaire, et lui fera subir d'autres opérations à l'avenir. Je ne sais même pas s'il sera à nouveau vacciné. Je pense qu'il le saura. La mère de mon fils, mon ex-compagne, n'a rien trouvé de mieux que de rencontrer ma nouvelle compagne, avec qui je m'étais disputé, et avec une autre copine. Elles ont monté un complot contre moi. Elles sont allées dire au commissariat que j'avais battu ma nouvelle compagne, alors que les bleus qu'elle avait au bras étaient simplement des hématomes faits par une jeune infirmière qui avait essayé de poser lors d'une hospitalisation, qui avait essayé de poser une voie veineuse et qui avait éclaté 2 veines avant de parvenir à ses fins. Donc il y avait 2 hématomes et il a été dit que ces 2 hématomes, c'est moi qui les avais faits. La police n'en a pas cru un mot, bien évidemment, puisque j'avais fourni tous les papiers. Mais il avait été dit aussi par ces personnes que je peux disposer d'armes chez moi, d'armes à feu, et que j'avais pour ambition de tuer juge, ASE et direction de l'établissement du CEM où mon enfant se trouve. Alors ces gens-là ont déposé des plaintes contre moi. Et puis moi, je me suis retrouvé à nouveau en garde à vue, avec une perquisition chez moi, une nouvelle humiliation, traité à nouveau comme un criminel. Et bien évidemment, chez moi, ils ont trouvé, oui, des couteaux, des fourchettes, et des cuillères à soupe, et éventuellement des cuillères à dessert. Il m'a été volé aussi un vieux fusil, tout rouillé, un fusil à cartouche à mèche, des cartouches qu'on ne trouve plus. C'était un vieux fusil de chasse qui datait des années 40, que mon père avait trouvé dans le grenier d'un paysan quand il était jeune. Un fusil que j'ai toujours vu chez mes parents, accompagné de 2 fourches en bois et d'un rémouleur, un appareil qui servait à aiguiser les couteaux à l'époque.
Mais un fusil avec les chiens qui avaient été malheureusement cassés, des chiens qui étaient absolument magnifiques parce que sculptés, qui avaient été cassés, donc un fusil qui était absolument inutilisable. Il m'a été volé par la justice et on ne me le rendra plus jamais alors que c'était un patrimoine familial. Du fait que j'aurais déposé les menaces et que j'aurais porté des armes à ma dernière convocation à l'aide sociale à l'enfance, j'étais encadré par 2 policiers. À l'aide sociale à l'enfance, bien évidemment, j'ai tapé du poing sur la table et je me suis mis en colère. Je leur ai dit qu'il n'y aurait plus de visites médiatisées, que je voulais plus entendre parler d'eux et que je mettais fin à leur système. Tout ça n'est qu'injustice. Mon autorité parentale n'a absolument jamais été respectée. Le CEM est un établissement, comme un établissement scolaire, et devrait me consulter, me demander permission avant que mon enfant puisse consulter. Et à l'époque, j'avais encore l'autorité médicale, avant que mon enfant consulte un psychologue. C'est sans mon autorisation que mon enfant a consulté le psychologue. Alors que moi, un mois avant le placement, j'avais fait une demande pour que mon enfant soit suivi par un pédopsychiatre de façon mensuelle, pour voir justement s'il supportait bien l'internat. La psychologue de l'établissement a dit que mon enfant se sentait très bien dans l'établissement et dans l'internat. Or, comme je vous l'ai dit, pendant 2-3 jours, il pleurait tous les soirs. Et comme il est non-verbal et qu'il est polyhandicapé, eh bien, au bout d'un moment, je pense pas qu'il se sente bien dans l'internat. Au bout d'un moment, comme il n'a pas le choix, et qu'on fait les choix à sa place et qu'on lui impose les choses, il n'a pas d'autre choix que de se retrancher sur lui-même et de montrer qu'il accepte. Parce qu'il ne peut rien dire, parce qu'on décide pour lui, parce qu'on lui impose. Mais c'est pas ça rendre heureux un enfant. Les acquis qu'il avait, grâce aux méthodes de rééducation que je lui offrais, tout est perdu. Le 4 pattes, c'est terminé. Le CEM en témoigne dans ses rapports. Le 4 pattes, c'est terminé. Le tenue de tête, eh bien, c'est fini. L'opération que j'avais financée à hauteur de 5 000 € en Espagne, pour sa spasticité, pour la raideur de ses muscles, qui lui avait fait énormément de bien, bah ça aussi, la spasticité a repris le dessus. Il était question, après la visite en Espagne, le chirurgien, le docteur Nazarov, qui a inventé cette technique, qui est sans effet secondaire, l'opération dure un quart d'heure, il touche 21 muscles. Il nous avait demandé de revenir 6 mois après. La maman a refusé de le conduire en Espagne. J'ai donc proposé de l'accompagner moi. Elle me l'a refusé. Ça, c'était au début de la séparation. Le professeur Nazarov nous avait conseillé de retourner voir l'établissement Essentis pour des méthodes de rééducation pour consolider cette opération. La maman a refusé. C'est donc une opération qui a été faite pour rien et 5 000 € qui ont été jetés par la fenêtre. Le handicap de mon fils reprend le dessus. Sa spasticité est revenue. On lui prescrit des opérations à tout va, de l'injection de botox, de toxines botuliques. On lui prescrit des tas d'opérations. Il est aujourd'hui livré à la médecine. Il devient un véritable fonds de commerce comme la plupart des handicapés. Un fonds de commerce pour le business du médicament. Et tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Et la juge est fière de son travail. À se demander s'ils n'ont pas à la place du cœur et du cerveau un code civil et un code pénal, ces gens-là. À se demander si ces femmes qui affairent autour de la santé et de l'avenir de mon enfant aujourd'hui n'ont pas un ventre stérile, si elles ont pu avoir des enfants. Je me demande comment la juge, si elle a eu des enfants, peut prendre des mesures pareilles. Ces méthodes sont dignes des méthodes nazies. De mémoire et des histoires que j'ai pu connaître dans ma vie, des histoires que j'ai pu lire, qu'on a pu m'enseigner à l'école. Je n'ai connu que les nazis qui étaient capables de retirer les enfants à leurs parents et de faire souffrir les enfants. Aujourd'hui, je ne sais plus comment récupérer mon enfant. Au départ, c'est moi qui ai saisi la juge des enfants. Parce que, preuve à l'appui, j'avais démontré que la mère de mon fils frappait mon enfant.
Ces filles témoignaient par SMS de gifles à plusieurs reprises. Moi, j'avais enregistré son témoignage téléphonique où je l'avais surpris une fois, où elle avait mis une fessée magistrale que moi-même je n'aurais pas aimé recevoir à mon fils, à savoir qu'il est non-verbal et handicapé, donc il ne peut pas faire de bêtises ou dire des bêtises. La fessée et les gifles étaient donc gratuites. Et comme je vous l'ai dit, elle souffre de problèmes. Alors, dernier moment, la juge, avant de me mettre en visite médiatisée, a mandaté un expert psychiatre. Il y en a proche de mon domicile, hein, dans la ville où je me trouve. Il y en a aussi dans la ville voisine, à 35 km de là. Mais elle a préféré m'envoyer à 1h30 de route. Quand je suis arrivé chez le psychiatre, il m'a reconnu qu'il connaissait bien cette juge et qu'il était ami avec elle. À savoir que de nombreux avocats témoignent de ça. Bien souvent, les juges mandatent un expert qui pense comme eux. Et ça a bien été le cas. Au début de la consultation, qui a duré 3 heures, j'ai dit: « Il se peut, monsieur, que vous soyez celui qui soit chargé de me désenfanter. » Il m'a rassuré en me disant: mais non, ne vous inquiétez pas. » La conversation était extrêmement cordiale, nous avons discuté. J'y ai parlé de mon enfance, de mon père incarcéré, de ma volonté enfant de vouloir devenir avocat pour défendre mon papa, comme j'avais voulu aussi être vétérinaire pour défendre les animaux, pour sauver les animaux, chose qui est tout à fait légitime dans la tête d'un enfant. Et j'y ai aussi expliqué que j'étais entouré d'une famille aimante, j'étais l'enfant unique d'une grande famille aimante et qui m'entourait beaucoup et qui m'avait expliqué que si mon papa était en prison, c'est parce qu'il avait fait des bêtises et qu'il était obligé de payer les bêtises qu'il avait faites. J'avais donc compris cela et c'est grâce à cela qu'on m'a construit enfant et que je suis devenu un adulte ambitieux et travailleur, mais surtout honnête. L'expert psychiatre a déclaré que j'en voulais à la justice à cause de l'incarcération de mon papa enfant. Un expert, il a raconté que j'étais un homme extrêmement intelligent. Cette intelligence, visiblement, ne me sert pas puisque j'ai tout perdu, même mon enfant, devant la justice. Que je ne souffrais d'aucune pathologie, mais que j'avais des troubles du comportement. Un expert psychiatre, et il a par contre trouvé que madame se comportait normalement, qu'il n'avait rien à lui reprocher. Or, comme je vous l'ai dit, elle a 3 tentatives de suicide à son actif. Elle a des traces d'automutilation sur le corps et sur le décolleté, sur le poignet, et encore à ce jour. Mais pour lui, tout est normal. Et moi, je serais donc atteint de troubles du comportement. Effectivement, quand quelqu'un passe sur la guillotine, il paraît peu normal. Quand on voit son enfant se faire kidnapper, se faire maltraiter, eh bien, on appelle au secours. Et peut-être qu'on paraît un petit peu énervé. Un expert, psychiatre, n'a absolument pas le droit de faire une préconisation judiciaire. Il se doit de faire uniquement son métier. À la fin de son rapport, il notera que il faudrait me retirer la garde de l'enfant, ce qu'on appelle une préconisation judiciaire. Ce n'est pas son métier de faire ça. Et bien sûr, lui aussi a produit un faux en écriture qui correspondait exactement à ce que disait la juge l'année d'avant, sur le document, sur son compte rendu, sur son délibéré, pour lequel j'ai porté plainte. Ce qui ne faisait qu'appuyer ses dires et l'expert a participé à la disculper. Et bien sûr, Madame la juge a écouté son ami, expert psychiatre, et m'a enlevé mon autorité, m'a enlevé non pas mon autorité parentale que je possède toujours, mais m'a enlevé mes droits de visite et a opté pour une visite médiatisée. Comment aujourd'hui peut-on faire souffrir un enfant de la sorte? Comment peut-on appeler cette protection de l'enfance encore protection de l'enfance? L'aide sociale à l'enfance, l'ASE, c'est une personne morale. On n'a pas le droit de déposer une plainte contre le personnel qui se prétend n'écouter que les ordres et qui s'enlèvent les mains de tout puisqu'ils n'écoutent que les ordres. Il n'y a aucune humanité dans cet organisme-là. C'est une personne morale. Et quand on regarde la presse,
cette personne morale porte des casseroles. On parle de maltraitance d'enfants, on parle de violence, on parle de prostitution, on parle de pédophilie, on parle de viol, on parle de suicide, on parle d'agression, on parle enfin voilà, j'en passe c'est des meilleurs. Mais cette personne morale a de nombreuses casseroles sur le dos. Comment, qu'elle soit physique ou morale, une personne qui a autant à son casier judiciaire, je ne sais même pas si elle a un casier judiciaire, mais en tout cas qui a autant de casseroles, peut avoir autant de crédit devant la justice. Il faut savoir qu'un enfant placé rapporte à l'aide sociale à l'enfance et rapporte aux établissements dans lesquels ils sont placés. Je rappelle que mon enfant, la juge a essayé de le placer 5 nuits par semaine et 5 jours par semaine. Et en appel, il sera placé que 2 nuits par semaine et 5 jours par semaine dans cet établissement qui remplace l'école. Mon enfant, c'est 300 balles par jour. Sur 22 jours ouvrables, ça fait un minimum, et je ne suis pas sûr de ne pas être en dessous du réel chiffre, mais ça fait en tout cas quelque chose comme 6 600 euros, peut-être entre 6 000 et 10 000 euros, on va dire. C'est donc un véritable business. Comment, ceci dit, Mediapart avait dénoncé que le gouvernement français et la justice française étaient les plus corrompus d'Europe. Et je commence à comprendre le pourquoi. Et alors voilà, je bataille dans tous les sens. J'ai sombré dans une petite dépression, bien évidemment. Aujourd'hui, je suis en train de me relever. Je réépluche les documents. J'essaie de trouver des solutions. Je vais encore déposer des plaintes. J'ai d'ailleurs traîné devant l'ordre des médecins cet expert. Et j'ose espérer que l'ordre des médecins en tiendra compte et qu'ils le puniront pour ce qu'il a fait. Il va falloir que je dépose encore une plainte contre les juges et contre la cour d'appel pour faux en écriture. Parce que là encore, dans le délibéré, il n'y a aucune vérité. Il va falloir que je dépose plainte contre la justice française. Il va falloir que j'escalade un édifice pour déployer des banderoles et entamer une grève de la faim pour sensibiliser l'opinion publique et pour que les médias parlent de cette histoire. Je veux une vraie justice pour mon enfant. Je veux une justice juste et équitable. Je veux pas d'une bande d'adouilles qui se voilent la face, qui se regardent le nombril et qui travaillent pour un business. Je veux que mon enfant soit heureux, je veux pouvoir continuer à lui apporter le meilleur. Et même s'il me faut des années à le faire, je me battrai. Je me battrai pour mon fils. Et s'il est trop tard, pour lui apporter ce qu'il mérite, le meilleur, je passerai ma vie à faire en sorte que les gens qui ont détruit la vie de mon fils le payent, et le payent cher. Je ne peux pas empêcher ma colère et ma haine. Mais je ne suis pas un homme violent. J'ai au moins cette intelligence. Et je ne me rabaisserai pas à user de violence. La colère est quelque chose de légal. Et j'ose espérer que mon message soit entendu. Il est un petit peu long. L'histoire est longue et j'ai essayé de la résumer le plus possible. Et j'ose espérer que parmi vous, on sait aussi que les papas sont les bêtes noires de la justice et que les juges se plaisent à les écraser. Il n'y a pas d'équité parentale, il n'y a pas d'équité devant la justice. J'ose espérer que mon message sera entendu. Merci à ceux qui l'auront écouté jusqu'au bout. Et si quelques-uns d'entre vous ont des solutions, ont des idées, eh bien, je vous remercie de me contacter. Je vous salue, prenez tous bien soin de vous. Au revoir.